Cette vidéo est sponsorisée par DistroKid. Nous vous offrons 7% de réduction sur votre abonnement la première année. Pour en profiter, rendez-vous en description. On est le 2 décembre 2023 au Madison Square Garden à New York et ce que vous voyez là, c'est le tout dernier concert de la carrière d'un groupe de musique emblématique, Kiss. Kiss, c'est 50 ans de carrière, une intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame, plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, plus de 10 albums certifiés or et 2 certifiés double platine, et aussi des concerts spectaculaires. Kiss, c'est donc un énorme groupe de musique, et pourtant, ce que l'histoire retient d'eux, ce n'est pas vraiment leur musique. En fait, c'est même pire que ça. Énormément de gens, que ce soit des critiques musicaux, des auditeurs, mais aussi des fans du groupe, sont d'accord pour dire que leur musique n'est pas incroyable. Ce n'est pas catastrophique, et évidemment des gens aiment ce qu'ils font, mais majoritairement, ce n'est pas leur discographie qui fait le succès du groupe. Et pourtant, malgré le fait que leur musique ne soit pas spécialement aimée, ils ont eu une carrière incroyable, mais surtout, ils ont révolutionné l'industrie de la musique sur plein d'aspects. Ils ont influencé les lives d'artistes allant de Rammstein à Lady Gaga, la vente de merch, et le pire c'est que ce fameux 2 décembre 2023, ils ont encore frappé, et encore potentiellement bouleversé une nouvelle fois le milieu. Alors, quels sont les aspects que Kiss a changé concrètement et comment le groupe a-t-il réussi à faire tout ça? Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Mais juste avant, il y a quelque chose que Kiss n'a pas révolutionné et qui était important bien avant eux, c'est le mastering. Le mastering, c'est l'étape finale avant de sortir vos morceaux, elle vient juste après le mixage. Le problème, c'est que le mastering, pour beaucoup de musiciens, c'est un peu obscur. Et ça, DistroKid, le partenaire de cette vidéo, le sait. Alors les équipes ont conçu un outil de mastering instantané, Mixea. Ça ne peut pas être plus simple. Vous importez votre mix final, vous patientez quelques secondes et votre morceau est masterisé. Vous avez 2 outils de personnalisation pour peaufiner un peu si vous le souhaitez, et ensuite vous téléchargez la piste, en Wave évidemment, et votre morceau est prêt. C'est un outil destiné à vous faciliter la vie, rien de moins. Si vous voulez tester Mixea, vous avez un morceau gratuit en vous rendant directement sur le site, sinon ça fonctionne par abonnement annuel. Pour 99 $ par an, vous pouvez masteriser autant de morceaux que vous le souhaitez. Et comme d'habitude, si vous souhaitez souscrire à un abonnement DistroKid pour profiter de leur service principal, la distribution, vous avez 7% de réduction sur votre abonnement la première année en passant par mon lien en description. Bref, maintenant que vous avez une solution pour le mastering de vos morceaux, retour à notre histoire. Le premier gros impact que va avoir Kiss sur l'industrie musicale part d'une idée réalisée en désespoir de cause. Laissez-moi vous dresser le portrait pas très glorieux de ce qui se passait en 1975. Kiss avait sorti 2 albums l'année précédente et un album cette année-là, Dressed to Kill. Et ce ne sont pas des succès commerciaux. À côté de ça, ils font des concerts qui, eux, leur valent par contre d'être remarqués. Ils sont maquillés sur scène, portent des talons hauts, des jeans en cuir et surtout, leurs shows sont déjà assez exceptionnels pour l'époque. Mais même si ça attire un certain public, plus intrigué que fasciné, Kiss, à l'époque, ils passent pour des clowns. Leur spectacle est beaucoup comparé à un cirque par les critiques d'une part, mais aussi par les autres groupes. Queen ou Aerosmith par exemple annuleront leurs concerts prévus avec Kiss parce qu'ils ne veulent pas s'associer à ces étranges personnages maquillés. Bref, la situation n'est pas idéale pour le groupe, mais elle l'est encore moins pour le label chez qui le groupe est signé, Casablanca Records. Neil Bogart, le PDG du groupe, est vraiment dans une mauvaise posture. Casablanca a été abandonné par sa maison mère, Warner Music, qui lui impose des frais de toutes parts. Le projet le plus prometteur du label a été un fiasco absolu, et c'est à présent assez simple. Soit il réussit à créer un projet gagnant, soit il fait faillite. Et à l'époque, faire faillite, ça signifie aussi perdre une partie, voire la totalité de ses biens personnels. D'ailleurs, Bogart avait déjà fait hypothéquer sa maison, sa femme avait divorcé, bref, ça allait vraiment mal. Mais Bogart, à ce moment, il a une idée. Les albums studio de Kiss ne marchaient pas, mais leur live attirait des gens, et c'est là que la vraie énergie musicale de Kiss se libérait. Alors pourquoi ne pas faire un album live, une captation des concerts compilés dans un album? Ça coûterait beaucoup moins cher que de payer un studio et de passer du temps à composer de nouvelles musiques.
Sur le papier, cette décision, elle aurait pu achever le label. Parce que si aujourd'hui les albums live pour nous c'est une évidence, à l'époque, dans le milieu du rock et du hard rock, ce n'est pas du tout quelque chose de courant. Mais Bogart propose l'idée au groupe et à leur manager, Bill Aucoin, ces derniers sont partants, et les prochains concerts du groupe sont donc enregistrés. Sauf que c'est médiocre. Quand les ingénieurs du son reçoivent les prises, ils se rendent compte que, certes, l'énergie du groupe est incroyable, mais ce n'est pas écoutable en tant qu'album. Alors ils réenregistrent beaucoup de parties, font énormément de montage audio et rendent au groupe et à Casablanca un double album. Ce double album s'appelle Alive et il sort avec des notes manuscrites de chacun des membres du groupe le 10 septembre 1975. Et contre toute attente, c'est un succès. Mais vraiment un succès. L'album Live se hisse jusqu'à la 9e place du Billboard 200 et va y rester pendant 110 semaines. C'est le premier album du groupe à vendre plus d'1 million de copies. Ils ne s'en rendent pas encore compte, mais là, ils ont créé quelque chose de nouveau dans l'industrie de la musique. Après eux, de nombreux groupes dans le spectre du rock vont se mettre à sortir des albums live qui vont marcher. Parce qu'à l'époque, des groupes de rock sortaient des albums live, mais c'était surtout pour remplir leur contrat auprès de leur maison de disques. Et du coup, ce n'était pas forcément des albums qui étaient bien promus, et c'était globalement des albums qui ne rencontraient pas de succès. En tout cas, ça ne finissait jamais dans un billboard à la 9e place. Mais bon, ça c'est du côté de l'industrie. Mais du côté du groupe, Kiss connaît enfin le succès et il compte bien capitaliser dessus. Vous vous rappelez sûrement des petites notes manuscrites incluses dans Alive dont je vous ai parlé plus tôt. Eh bien, elles ont une assez grande importance parce qu'elles vont créer une personnalité à chacun des membres du groupe. Pour rappel, le groupe est maquillé et a déjà tout un univers, mais là, ça se solidifie. Paul Stanley, chanteur et guitariste, est surnommé The Starchild. Gene Simmons, chanteur et bassiste, The Demon. Peter Criss, le batteur, The Catman. Et enfin, Ace Frehley, guitariste, The Spaceman. Chacun des membres a une personnalité. Dans la deuxième moitié des années 70, le groupe va effectuer une transition de band à brand, de groupe de musique à marque. Ça va se traduire par deux choses. La première chose, ce sont les lives. Leur show était déjà très différent de ce qui se faisait à l'époque, mais ils vont sans cesse aller plus loin. Ils ont inséré la pyrotechnie dans leurs concerts dès le départ, et c'est quelque chose qui va inspirer notamment Rammstein plus tard. C'est en partie grâce ou à cause d'eux, selon votre vision des choses, que le spectacle, d'une part, et l'image au sens global, d'autre part, comptent aujourd'hui autant, voire plus que la musique elle-même. Ce n'est pas le seul facteur évidemment, mais ils ont contribué à propulser ça à grande échelle et surtout ils l'ont complètement assumé. Ils ont assumé le fait de vouloir être une marque et aussi le fait de vouloir gagner de l'argent. À moins d'être prêt à vivre dans la cave de sa mère, d'avoir un emploi et de faire de la musique comme un hobby, ce qui est super, faire partie d'un groupe qui tourne, c'est un big business, a déclaré Gene Simmons. Et justement, le second levier qu'ils vont activer pour s'imposer en tant que marque, ce sont les produits dérivés. Ils vont créer énormément de produits dérivés. Kiss va s'associer avec Marvel pour sortir une BD, ils vont sortir des figurines, des kits de make-up, des guitares en jouets, un mini-golf, des préservatifs, des cercueils. Bref, on considère que Kiss a mis son nom sur 3000 à 5000 produits dérivés. Everybody goes out on tour and sells t-shirts. You're in the Kiss business, baby. Et ce n'est pas Kiss qui a inventé la pratique des produits dérivés, encore une fois. Les Beatles le faisaient, Elvis Presley le faisait. Cette pratique existe en fait depuis le début de la musique commercialisée. Mais Kiss l'a poussée à un autre niveau. Et ça a ouvert des portes aux autres groupes. Bref, les albums live, les shows, le merch, Kiss est précurseur sur pas mal d'aspects. Ils n'inventent fondamentalement rien, mais ils poussent à un autre niveau des modèles souvent déjà existants. Sauf que si être précurseur dans un milieu c'est avantageux sur certains points, il y a aussi un revers de la médaille. Les
Les années 70 touchent à leur fin et dans la musique, un style est extrêmement populaire, le disco. 1977, c'est la sortie du fameux film La fièvre du samedi soir, ou Saturday Night Fever, et le disco est partout depuis. Kiss et Casablanca toujours, y voient une opportunité de se renouveler musicalement et, on va pas se mentir, de faire un album calibré pour marcher. C'est donc ce qu'ils vont faire avec l'album Dynasty en 1979, qui contient l'un des plus grands tubes de Kiss encore à ce jour, I Was Made for Loving You. Et ça va marcher commercialement. Mais il y a un mais. Ce qui fait que l'album marche, c'est que le groupe touche un nouveau public, et un public encore plus large que celui d'avant. Mais d'une part, ça déçoit une partie des fans de base, mais surtout, ce nouveau public, il est jeune. Très jeunes, ce sont des enfants, ce qui fait que Kiss est moins cool aux yeux des adolescents, parce qu'un ado de 16 ans n'a pas envie d'avoir les mêmes goûts musicaux que son petit frère au collège, et globalement, les adultes adhèrent beaucoup moins à Kiss. Alors, même si l'album se vend bien, les shows se remplissent beaucoup moins et sont remplis d'enfants, ce qui gâche l'expérience des fans plus âgés. Ce sera une bonne nouvelle sur le long terme pour Kiss, mais là, pour l'instant, c'est pas une bonne nouvelle du tout. D'autant plus que les relations au sein du groupe commencent vraiment à se dégrader. Et en fait, à partir de Dynasty, la descente aux enfers va commencer pour eux. Les relations ont commencé à se tendre entre Peter Criss, le batteur, et les deux autres membres du groupe, Ginny Simons et Paul Stanley. Et que fait-on quand on est des adultes, qui plus est à la tête d'un groupe reconnu mondialement devenu une entreprise extrêmement lucrative? On parle calmement des problèmes autour d'une table. Non, c'est pas ça qu'on fait, on sabote des concerts, c'est beaucoup plus efficace. Peter avait de gros problèmes de drogue et il n'était plus satisfait de sa condition dans le groupe, alors il a commencé à faire n'importe quoi sur scène, à arrêter de jouer sans raison, et ça s'est fini en bagarre dans les loges, à coups de bouteilles de champagne sur la tête. Il n'y a plus de retour en arrière. Le public commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose, leur image se brise. Bref, Kiss termine la tournée de Dynasty et après le dernier concert, le 16 décembre 1979, Peter est viré du groupe. 2 ans plus tard, fin 1982, c'est au tour de Ace de partir de manière plus posée et moins violente. Mais tout ça, ça a des conséquences sur le succès du groupe. Rappelez-vous que chaque membre avait un personnage et avait son importance. Donc les gens sont touchés par les départs, encore plus qu'habituellement. Leur base de fans s'érode, les albums suivants se vendent de moins en moins bien. Kiss perd petit à petit son succès jusqu'à se produire dans des stades à peine à moitié remplis et carrément à annuler certaines dates de concert parce que l'intérêt du public n'est juste plus assez présent. Et pourtant, une nouvelle fois, ils vont réussir à marquer l'histoire et à faire évoluer en quelque sorte le monde de la musique en comprenant une chose, dans cette industrie, soit tu évolues, soit tu meurs. On est le 18 septembre 1983 et en direct sur MTV, les membres de Kiss apparaissent avec leur vrai visage. Oui, parce que jusqu'ici, ils sont toujours apparus publiquement, que ce soit en interview ou en concert, avec leur costume et surtout avec leur maquillage. Alors, quelques photos avaient réussi à fuiter ici et là, mais ce n'était rien par rapport à cette révélation publique. À partir de ce moment, le groupe va jouer démasqué. Ça va avoir des conséquences directes sur leurs ventes d'albums qui vont être revitalisées, mais surtout, ça marque le début d'une nouvelle ère. À présent, le nouveau line-up est stabilisé, Eric Kerr a remplacé Peter Criss, Vinnie Vincent a remplacé Ace Frehley et le groupe s'embarque dans une nouvelle décennie de succès. Il va se passer énormément de choses par la suite. Ils vont être intronisés dans le Rock and Roll Hall of Fame, ils vont avoir leur étoile à Hollywood, ils vont faire une tournée avec les membres originaux du groupe, donc Peter et Ace vont revenir. Bref, il va se passer plein de choses, mais comme ici, on se concentre sur ce que Kiss a changé dans l'industrie de la musique, on va faire un saut dans le temps. Parce qu'ils ont fait tout récemment, lors de leur dernier concert, une annonce assez inattendue. On est le 2 décembre 2023 au Madison Square Garden à New York et ce que vous voyez là, c'est le tout dernier concert de la carrière d'un groupe emblématique,
Kiss. Gene Simmons a 74 ans, ça fait 50 ans qu'il fait de la scène, il est temps de tirer sa révérence. Mais à la toute fin du concert, il se passe ça. Ok, on voit sur l'écran géant des avatars du groupe, puis cette phrase « Une nouvelle ère commence ». Le groupe publie par la suite un teaser officiel expliquant aux fans qu'ils vont continuer à faire des concerts sous forme d'avatars. On n'a pas plus d'informations sur le sujet en dehors du fait que Gene Simmons a déclaré qu'environ 2 millions de dollars avaient été investis pour concevoir ces avatars et que les premiers concerts auraient lieu potentiellement en 2027. Il y a deux choses que je trouve particulièrement notables dans cette annonce. La première, c'est que comme je vous l'ai montré tout au long de cette vidéo, Kiss a toujours été précurseur dans l'industrie musicale. Ils ont sorti un album live à l'époque où ce n'était pas courant, ils ont exploité le merch, créé des shows de stade, ils ont compris qu'il fallait évoluer pour survivre et se renouveler musicalement et en termes d'image, bref, ils ont toujours eu un temps d'avance. Alors, à une époque où le monde de la musique devient de plus en plus virtuel, c'est intéressant qu'ils choisissent de se tourner vers des avatars pour faire des concerts. Je ne suis pas en train de dire que c'est la future norme juste parce qu'ils le font, mais c'est un signal intéressant qui peut, une nouvelle fois, populariser une pratique dans l'industrie de la musique. Et le deuxième point, c'est la date. 2027. Alors, peut-être que c'est simplement une contrainte technique, mais dans tous les cas, je trouve que c'est intelligent. S'ils avaient enchaîné et commencé ce genre de concert en 2024 par exemple, ou même en 2025, ils auraient pris le risque de potentiellement lasser les gens et de ne pas vraiment créer d'intérêt autour d'eux. Ils utilisent une stratégie contraire à ce qu'ils faisaient dans les années 70 et 80. Je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo, mais il y a des moments, notamment en 78, où ils ont vraiment saturé le marché. Ils étaient partout, entre les concerts, le merch, les apparitions télé, les albums solos, bref. Leur volonté, c'était qu'on les voit partout. Parce que c'était ça aussi, le privilège d'être un grand groupe reconnu. Sauf qu'aujourd'hui, ça, pour un artiste, c'est devenu la norme. Ça ne prend plus la même forme, mais dans le fond, un artiste, aujourd'hui, est surexposé. Du coup, Kiss a décidé de faire le contraire, en jouant une stratégie de rareté, en s'éclipsant et en créant le manque. C'est un luxe réservé aux artistes suivis, évidemment, mais je trouve cette stratégie vraiment intéressante et ça montre qu'encore aujourd'hui, ils ont bien compris le monde dans lequel ils évoluent. Et au final, c'est comme ça qu'ils ont réussi à changer des aspects du monde de la musique. Ils ont toujours bien compris le fonctionnement de l'industrie et ont toujours eu un temps d'avance sur elle. J'ai hâte de savoir ce que l'avenir réserve aux avatars. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.